Donc, j'aimerais commencer cet atelier aujourd'hui par reconnaître que je me trouve sur les territoires non cédés du peuple algonquin Anishinaabe. Très, très reconnaissante de pouvoir vivre sur ces territoires et y élever ma famille. Et je vous invite à indiquer dans le clavardage de la rencontre le territoire sur lequel vous vous trouvez en ce moment. Donc, quelques mots sur l'Observatoire en immigration francophone au Canada. La mission de l'Observatoire, c'est vraiment de créer un espace de partage, de recherche et de mobilisation des savoirs pour appuyer les politiques publiques et les pratiques en immigration francophone. Notre vision, c'est vraiment de devenir la référence en immigration francophone au Canada. Et on effectue sur ce travail basé sur des valeurs d'ancrage dans la francophonie canadienne, avec une approche vraiment collaborative et participative, bien sûr accompagnée d'une rigueur scientifique, de l'innovation et, très, très important, de l'accessibilité. Alors, quelques mots sur l'Université de l'Ontario français, l'UOF. L'UOF est fiduciaire de l'Observatoire, donc la première université gouvernée par et pour les francophones en Ontario. Donc, l'UOF a été fondée en 2018. Quatre domaines de formation à l'IOF, études des cultures numériques, économie et innovation sociale, environnement urbain et pluralité humaine, pardon. Je perds mes mots aujourd'hui. Je vous invite à visiter uontario.ca pour en apprendre davantage sur cette université. Donc, j'ai la joie de vous présenter une femme qui m'inspire énormément. Merci beaucoup, Soukaina. Je sais que ton horaire est très, très, très chargé de prendre le temps de venir nous parler aujourd'hui. Soukaina est la directrice générale de l'Alliance des femmes de la francophonie canadienne et elle est également membre du conseil scientifique de l'Observatoire. Alors, ma chère, je te passe la parole. Merci beaucoup. Bonjour, bonjour tout le monde. Très, très ravie de vous retrouver ici. Je suis Soukaina Bouteb, la directrice générale de l'Alliance des femmes de la francophonie canadienne. Puis, on m'a demandé de vous présenter une stratégie très importante et qui est toute nouvelle. Ça fait pas longtemps que c'est sorti, puis je pense que c'est vraiment un sujet à jour pour plusieurs d'entre vous qui travaillent dans le domaine d'immigration ou qui sont dans des alliés par rapport à la situation des minorités. Donc, cette stratégie-là s'appelle la stratégie pan-canadienne des femmes immigrantes francophones en milieu minoritaire, briser les barrières pour une intégration équitable. Une stratégie qui est financée par le gouvernement, principalement le ministère de l'Immigration et Réfugiés et Citoyenneté Canada. Pour la petite histoire, au fait, pour ceux qui sont familiers avec le plan d'action en langue officielle, il y a eu une mention à pouvoir parler de l'importance d'améliorer le parcours des femmes immigrantes. Donc, suite au plan d'action en langue officielle, le gouvernement, donc le ministère, nous a demandé de créer cette stratégie-là pan-canadienne pour améliorer le parcours des femmes immigrantes. En ce qui concerne cette stratégie. Donc, on a pu parler à au-delà de 300 personnes, femmes ou personnes issues ou issues que se nomment, qui s'identifient en tant que femmes. Je m'excuse si je cherche un petit peu mes mots, c'est un petit peu tôt pour moi ce matin. Je me retrouve au Yukon. Donc, 300, plus que 300 personnes, des femmes qui ont voulu nous partager leur histoire en tant que femmes immigrantes, nous partager leur expertise, nous partager leurs défis, nous partager aussi des solutions. Et c'était vraiment ça l'idée principale de cette stratégie. C'est au-delà d'un peu de lever le voile sur la situation que les femmes vivent, c'est de venir avec des solutions concrètes. C'est rare de trouver des études
qui parle principalement de femmes immigrantes vivant en situation minoritaire. Il y avait un gros besoin de statistiques, il y avait un gros besoin d'études là-dessus. C'est pour ça qu'on a commencé par cela. Puis, je vous avais aussi que l'étude est allée au-delà de juste le Canada. Donc, on avait vraiment fait une recherche aussi sur des pratiques qui existent à l'extérieur du pays, des pratiques qui sont intéressantes aussi qu'on pourrait éventuellement adopter. Mais avant le tout, qu'est-ce qui en est sorti de la stratégie? Quelques faits saillants. Euh, une des choses qui nous a surpris, mais peut-être pas tant que ça, c'est que 72% des répondantes, elles sont les principales demandeuses de projets d'immigration. Ce que ça veut dire, c'est que généralement, on avait l'habitude de se dire, ben, le classique, c'est que c'est une femme qui est en train de suivre son conjoint, puis c'est le conjoint qui est responsable de ce projet d'immigration. Ce n'est plus le cas. La tendance, elle change. Et aussi, des fois, c'est pas juste en famille. Souvent aussi, c'est des mamans monoparentales qui viennent également avec leurs enfants ici au Canada. Donc, on remarque quelles sont les principales demandeuresses. 26%, elles ont déclaré qu'elles ne sont pas de la religion chrétienne. 72%, elles sont responsables du projet familial. 28%, elles sont racisées. 52%, donc plus que la moitié, elles sont mères. Et d'autres, ce qui veut dire aussi que c'est des femmes célibataires également qui viennent. Et 21%, elles sont en situation financière très précaire. Quand on parle de la stratégie, quand on parle d'immigration, quand on parle principalement de femmes immigrantes, vient avec ça le défi d'intersectionnalité. Donc, souvent, les femmes, quand elles partagent leurs défis, ben, elles n'ont pas juste un seul défi. À cause de leur identité, cette intersectionnalité-là, donc elles doivent articuler avec plusieurs. Et parmi eux, cette intersectionnalité des identités, la barrière linguistique et l'obstacle culturel. Donc, s'adapter à cette nouvelle culture d'un grand pays avec ces différences de culture d'une province à l'autre, un accès aux services qui est très limité et qui est encore plus limité sur des services qui sont adaptés aux femmes immigrantes. La discrimination et le racisme aussi. Plusieurs ont mentionné des situations de discrimination et du racisme qu'elles ont vécues, et également la violence fondée sur le genre. Donc, une femme immigrante peut devoir à vivre avec tous ces défis d'intersectionnalité et qui rajoutent encore plus une couche de complexité pour son parcours d'immigration. Les principaux obstacles, l'accès limité aux services en français, discrimination et racisme systémique et la violence fondée sur le genre, c'est vraiment les trois principaux obstacles qui en ont ressorti beaucoup lors de l'étude. Un constat aussi, c'est qu'on dit que les services offerts en établissement, ils ne répondent pas aux besoins hétérogènes des immigrantes francophones dont les défis et obstacles sont diversifiés. Puis là-dedans, pour répondre à ces situations-là, 11 recommandations se retrouvent dans cette stratégie. Puis ces 11 recommandations, si vous voyez un petit peu avec moi le dessin en avant, ben chaque recommandation-là, il est en train de suivre le parcours d'une femme immigrante pour améliorer justement son intégration ici au Canada. Puis je vais vous les expliquer une à une en détail tout à l'heure. Rapidement, on parle de politique inclusive et holistique basée sur la l'ACS+, c'est la première des recommandations. Une participation et une représentation des femmes dans l'élaboration des actions et des programmes qui les concernent. Un accès à des services adaptés et visibles en français. Soutien au réseautage, à l'entrepreneuriat et à l'insertion professionnelle pour renforcer leur intégration économique. Un renforcement des droits et de l'autonomie par la promotion et la formation de ceux-ci auprès des femmes immigrantes. Offrir ou favoriser et soutenir le réseautage des femmes immigrantes francophones en milieu minoritaire. Offrir des services sans obstacle pour les femmes reconnaissant leur charge mentale. Améliorer l'accès aux soins de santé en français pour les femmes immigrantes. Une insertion professionnelle qui est respectueuse des compétences, des expériences de l'identité professionnelle des femmes immigrantes. Promotion de l'entrepreneuriat féminin par des initiatives de soutien adaptées, incluant mentorat, réseautage et accès au financement, puis évaluer, mesurer et surveiller, excusez l'erreur, la mise en œuvre de l'ACS+. Plus en détail, la stratégie. Parmi les résultats, parmi les résultats justement qui en est sorti. Donc, ce qu'on constate, c'est que différentes formes d'oppression complexes qui marginalisent les femmes francophones se retrouvent dans des positions à l'intersection d'un ou plusieurs des autres axes de domination. Plus concrètement,
Rappelons qu'il y a 26% qui ne sont pas de religion chrétienne, 21% qui sont en situation précaire et 28% sont des femmes racisées. Quand on leur a posé la question de quels sont les principaux obstacles que vous avez rencontrés en ce qui concerne l'accès aux services en immigration en français, 34%, ils ont parlé de la barrière linguistique, la condition économique, le délai de traitement qui est bien trop long, des fois, à avoir un service ou à trouver un service, ou aussi des délais de traitement aussi qu'ils ont parlé sur le dossier d'immigration qu'ils ont, que ça prend trop de temps. Puis souvent aussi, on parle de manque d'informations. Manque d'informations pertinentes. Souvent, ce qu'elle partage également, c'est que des fois, il y a peut-être un peu trop d'informations qu'on ne sait plus c'est quoi l'information qui est pertinente pour le cas spécifique de ces femmes-là. Une autre question qu'on leur a posée, c'est quel est le niveau de difficulté auquel vous étiez confrontés dans les domaines suivants? Puis quand ils ont parlé de beaucoup de difficultés, les principaux, c'est l'accès au logement. L'accès au logement, c'est le principal défi. Services de santé aussi, d'avoir accès à des services de santé en français, des services de santé reproductifs aussi. Des femmes qui ont aussi partagé si elles viennent dans une situation où elles sont enceintes, des enfants de bas âge, où il y a un besoin d'avortement ou autre, avoir un service en français, un accompagnement aussi pour ces services-là, c'est très, très difficile de l'avoir dans certaines régions. La question du bien-être psychologique et la santé mentale. Quand on vient avec un... Rappelez-vous, tout à l'heure, je vous ai partagé que 72% sont des femmes qui sont les principales répondantes ou les principales demanderesses à ce projet d'immigration, ben, vient avec une charge mentale. Qui dit charge mentale dit santé mentale. Puis avoir accès à des services de santé mentale, c'est très difficile. Puis on sait également que des études ont aussi démontré que généralement, les 3 à 5 premières années sont les plus difficiles pour les immigrants et immigrantes qui impacte énormément la santé mentale des immigrants et avoir des accès aux services en santé, c'est encore plus difficile. 29% parlent de la question de services d'aide à l'emploi et 27%, c'est des services de formation professionnelle qui ont eu de la difficulté là-dessus. L'étude a été faite avec l'ACS+. Je ne sais pas s'il y en a qui sont familiers avec l'ACS+. Si oui, je vous demanderai de lever votre main. Juste, ça me donnerait une idée combien de temps je devrais m'y mettre juste pour expliquer la CS+, pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. OK. Il y a peut-être juste quelques mains qui sont levées. Ben, la question que j'ai pour vous, pour ceux qui ont levé leurs mains, euh, est-ce que qui a déjà entendu parler de la CS+, depuis plus de 5 ans? Levez votre main. Depuis plus que 5 ans. Parfait. Depuis plus que 10 ans maintenant. OK. Je vais vous tester encore depuis plus que 20 ans. Ben, pourquoi je vous pose cette question-là? Parce que l'ACS Plus existe depuis 1995. La petite histoire, pour ceux qui s'y intéressent à la conférence de Beijing avec l'ONU, il y a eu justement une conférence sur les femmes et là-dedans, plusieurs pays ont signé que l'ACS Plus va être impliqué dans tous les services, dans toutes les politiques publiques des gouvernements et le Canada a signé ça en 95. En gros, l'ACS Plus, c'est quoi? C'est une lentille qui nous permet de faire une analyse pour s'assurer que l'impact qu'on fait sur sur les projets, les politiques, a un impact positif et cela en prenant en compte, en considération toutes les différentes identités, les facteurs identitaires d'un individu. Vous voyez devant vous une fleur. Cette fleur-là, au fait, elle détermine un peu les différents facteurs identitaires qu'on a en nous. Entre autres, une femme qui habite au Yukon, à Whitehorse, qui est musulmane et qui est membre de la communauté LGBTQ+, vis-à-vis d'une personne de Cornwall, caucasienne, l'impact qu'il peut y avoir sur la politique publique va être différent d'une femme à une autre parce que justement, il y a ces différents facteurs identitaires. Pourquoi je parle de la CS+? Parce qu'on a pris en considération la CS+, quand on a mis en avant cette stratégie-là. Ça a été notre lentille d'analyse sur tous les facteurs.
Et justement, ça faisait partie également de la première recommandation qu'on a donnée. Donc, la première recommandation, c'est qu'avec la ACS+, concevoir des politiques qui sont holistiques, inclusifs et adaptés, ce qui se traduit par des programmes spécifiques pour les femmes immigrantes francophones. Puis parmi les actions, je voudrais juste mettre une petite parenthèse, c'est que la plupart des actions qu'on a mis en avant dans la stratégie, c'est toutes des actions qui viennent des femmes elles-mêmes. Donc, outre les répondantes qui ont répondu à des sondages, on a fait aussi des focus groups et c'est vraiment les actions qu'elles proposent à nous, les gens qui travaillent dans cet écosystème de l'immigration. Donc, parmi les actions, c'est de créer des programmes pour les femmes, spécifiquement pour les femmes. Pas un programme qui est juste adapté à tout le monde, puis en espérant que ça va répondre aux besoins de chacun. De vraiment, dès le début, que ça soit un programme spécifiquement pour les femmes immigrantes et de inclure les femmes et les organisations de femmes. Pour qu'on crée quelque chose pour les femmes, c'est important de les inclure du début jusqu'à la fin. Et c'est ce qui ramène la deuxième recommandation qui est le port pour et avec les femmes immigrantes. Parmi les actions qu'on propose, c'est que c'est important des fois d'établir un comité consultatif sur le genre et l'immigration. On veut créer un projet qui vise les femmes. Est-ce qu'on a un comité qui représente ces personnes-là qu'on veut toucher? Ce public cible, est-ce qu'on a des gens qui vont être là pour nous guider, nous appuyer à s'assurer que toutes nos actions répondent adéquatement? Développer des compétences des personnes intervenant sur les terrains pour intervenir auprès des femmes. C'est là-dedans, c'est l'importance de la formation. On n'arrête jamais d'apprendre. Puis d'ailleurs, je vous remercie pour ceux qui sont là aujourd'hui. Mais il y a des formations aussi qu'on a données spécifiques à la FFC sur notre site que j'en parlerai à la fin sur comment intégrer la CS+ dans un milieu d'immigration aussi. Puis aussi, quelque chose qu'on n'en parle pas assez, c'est sécuriser un budget participatif. Les femmes immigrantes, elles sont occupées. Elles n'ont pas le temps. Des fois, quand elles donnent de leurs heures, parce que elles y croient dans la chose, mais pas parce elles ont du temps. Au contraire, quand on vient d'arriver, à essayer de trouver les services, à essayer de s'adapter, mettre les enfants dans l'école, plein de choses qui fait qu'elles ont un emploi du temps très chargé. Fait qu'il faut penser à avoir un budget participatif. Gardez ça en tête que si on veut avoir cette collaboration des femmes, ben, euh, au moins essayons d'avoir un montant qui représente leur temps qu'elle est en train de donner auprès de nous. Aussi des recommandations qui ont été mises, c'était à élaborer une collecte de données qui tient compte de la CS+, qui tient compte de, justement de ces différents facteurs identitaires pour qu'on puisse mettre des politiques qui répondent adéquatement aux besoins des femmes. Adopter une approche de collaboration dans le cycle de vie des données, du début jusqu'à la fin, puis intégrer des considérations éthiques dans la collecte de données sur les migrations. Puis ça, ce que ça demande aussi, c'est l'importance d'avoir une collaboration interministérielle également de la part du gouvernement. C'est des recommandations aussi qui ont été bien reçues normalement par le gouvernement. Déployer une forme de service large, cohérente et visible en français, impliquant une concertation dans le parcours d'établissement et une offre de services spécifiques aux femmes. Donc, avoir un processus cohérent du début jusqu'à la fin. C'est qu'une femme, quand elle a un service, ça devrait être le même service qu'elle a du début jusqu'à la fin, avec la même qualité de service et ne pas devoir à chaque fois aller et avoir plusieurs embûches pour avoir une seule réponse à sa question. Puis également de permettre un pré-départ en toute transparence, avec une meilleure compréhension de la vie canadienne. C'est important aussi, surtout pour les femmes également, quand on leur parle de l'accessibilité des services, la question du sexisme aussi qu'il y a au Canada, donc plusieurs situations que des fois on a l'impression que ça va très bien, mais que ça ne l'est pas tant que ça. Il y a le défi du racisme, la violence fondée sur le genre, l'accessibilité des services. Quand on vit une situation de violence familiale, dans certaines provinces, il y a zéro service en français par et pour les francophones. Donc, c'est toutes des situations aussi que les femmes, malheureusement, elles découvrent, puis elles demandent d'avoir une transparence dès le début avant d'arriver au Canada. Renforcer la sensibilisation et l'accès aux droits des femmes. On le sait, même nous qui, des fois, on est là depuis plusieurs années, on est né ici ou plusieurs générations, connaître tous nos droits, c'est difficile des fois. Fait qu'en est-il quand on est dans un nouveau pays? Donc, l'importance de rendre accessible l'information juridique en français, encore plus quand on le sait que certains droits sont de niveau provincial, territorial, d'autres sont au niveau fédéral, et quand on ne connaît pas cette dynamique-là, ça devient encore plus difficile à avoir accès à nos droits.
éduquer les femmes immigrantes sur leurs droits en français, soutenir aussi des espaces de parole pour les femmes et sensibiliser les parties prenantes. Puis parmi des choses qui nous ont été partagées sur l'accès aux droits, puis un autre parenthèse, moi je suis une immigrante de la génération que j'aime appeler la génération 1.5. Ça fait plus de 20 ans que je suis au Canada, des situations que ma famille a vécues dans le temps, que j'avais entendu qu'ils ont vécu d'injustice de droit, que encore la même chose que j'ai entendu des femmes partager aujourd'hui en 2025. Donc, vraiment, on doit absolument trouver des solutions importantes pour que s'assurer que tout le monde a un parcours en toute justice et en tout respect aussi. Promouvoir et soutenir le réseau formel et informel. C'est important que les femmes se retrouvent entre elles, d'avoir ce soutien de sororité. C'est quelque chose qui a énormément contribué à l'intégration de plusieurs femmes. Plusieurs ont partagé le fait qu'elles connaissaient telle ou telle, qu'elles les a, que cette communauté-là, qu'elles les ont appuyées, qu'elles les ont guidées. Ça a renforcé positivement ce parcours. Donc, c'est assurer que les communautés francophones, elles sont visibles et accueillantes. De célébrer cette diversité-là de la francophonie, c'est important de célébrer notre diversité. C'est important qu'elles se reconnaissent aussi dans cette culture qu'elle en fait partie, puis d'encourager également le marrainage, donc des personnes qui sont là de plusieurs générations ou de plusieurs années, qui comprennent plus ou moins la situation des femmes et de pouvoir les mettre ensemble pour qu'elles puissent avoir comme une grande sœur ou un mentor à vous de trouver des idées, mais l'idée, c'est de trouver vraiment quelqu'un à qui on peut parler directement en cas de besoin. Ensuite, excusez, offrir des services sans obstacle et adaptés aux réalités familiales des femmes. Donc, assurer des services qui sont personnalisés dès l'arrivée, renforcer les interventions familiales, puis accorder un soutien spécifique aux femmes. Puis dans certains pays aussi, on a remarqué que des fois, quand la famille vient, ben, les gens se déplacent directement à la maison. On sait qui est venu, parce que quand on a une transparence des données, on sait qui est venu, puis les intervenants et intervenantes vont directement dans la maison, les accueillir chez eux, leur donner leur service de la maison, puis les faire sortir par la suite pour le service. Donc, de donner un suivi qui est assuré et pointu par rapport aux besoins des femmes. Puis, améliorer l'accès aux soins de santé en français. Puis, les actions qu'elle recommande, c'est de renforcer le réseau de santé pour informer et accompagner les femmes immigrantes francophones dans le système de santé, renforcer l'accès aux services de santé sexuelle et reproductif et créer des programmes express pour les femmes enceintes et pour celles des nouveau-nés. Donc, encore, l'accessibilité des services en santé, c'est très, très important. Puis, encore plus quand on est dans des situations de vulnérabilité. Donc, une des choses qu'elle recommande, c'est d'avoir un programme express. Quand une femme est enceinte, elle devrait avoir un suivi rapidement en français pour s'assurer que sa grossesse soit bien faite et à terme. Toutes les recommandations qui sont là, ce que je vous partage, c'est des recommandations nationales. Certaines, elles sont spécifiques pour chaque province et territoire, que si jamais vous êtes dans une province ou territoire spécifique, si vous allez dans la stratégie, vous allez pouvoir aller plus en détail avec des recommandations aussi qui sont concrètes par rapport à votre province et territoire. Puis là, je vais vous partager un petit vidéo sur justement quand on parle de l'accessibilité des services. Fait que je vais laisser ma collègue Kimberly de le faire. Entre-temps, c'est une vidéo qu'on a créée justement pour faire connaître ces différents axes-là de la stratégie. Puis ça, c'est justement dans un but ludicatif de la chose. Imaginez vivre de l'abus au travail ou à la maison, ou tomber gravement malade sans pouvoir l'exprimer dans sa langue maternelle. Les immigrantes francophones en milieu minoritaire peuvent être confrontées à ces situations complexes et intimes. Dans cette capsule, je plonge avec vous dans deux thématiques fondamentales pour le bien-être de ces femmes, les droits et la santé.
On a eu l'histoire d'une femme qui était en situation de divorce avec sa fille à besoins spécifiques qui a eu de grandes difficultés pendant sa séparation. Et donc, la juge et la personne qui lui avait fait subir des violences, tout le monde parlait en anglais. Donc, elle avait du mal, évidemment, simplement de répondre aux questions, de penser à traduire. Et le fait qu'elle ait hésité, le fait qu'elle n'ait pas répondu à temps ou de la bonne manière, la juge a pu interpréter que c'était pris comme quelque chose qui n'était pas important pour elle. Imaginons quelques instants le stress vécu par une femme immigrante francophone en situation minoritaire qui tente de répondre aux besoins de sa famille tout en subissant une situation d'abus ou de violence. A-t-elle l'élan de se confier ou de s'informer en anglais pour reprendre le pouvoir sur sa vie? Sûrement pas. Ces femmes isolées et en mode de survie ne voient pas d'issue possible et connaissent elles-mêmes leurs droits. Elles doivent savoir que nous vivons dans un pays où l'égalité homme-femme est réelle et non uniquement formelle ou juridique. Ça devient réel lorsqu'on instaure des mesures sur le terrain. Et oui, plusieurs pays ont des lois qui protègent les femmes, comme dans le cas de la violence domestique. Mais dans la pratique, les autorités ne s'en mêlent pas puisque, selon elles, cela reste une affaire privée. Par conséquent, plusieurs immigrantes ont une crainte de l'autorité, donc ne se sentiront pas d'emblée protégées par notre système juridique. Heureusement, des initiatives fleurissent au Canada pour faire connaître les lois, offrir des services juridiques gratuits et en français à ces femmes. C'est le cas du Manitoba avec son programme de représentation pour les victimes d'agressions sexuelles ou les victimes de violences entre partenaires intimes. Alors, quand on est en train de divorcer, il y a beaucoup d'émotions. Généralement, la première émotion, ça va être le sentiment d'échec. Et quand il y a cette émotion négative, ça veut dire que mentalement, je suis pas stable. Et vous me demandez de faire un effort supplémentaire pour parler une langue dont je suis complètement étrangère. Alors, c'est très utile pour des personnes qui vont en justice de parler dans leur langue. Avoir accès à ses droits, c'est aussi pouvoir se faire soigner si on en a besoin. Je suis arrivée avec mon fils qui a une maladie rare, donc ça a été assez compliqué d'essayer d'expliquer ce que c'était. Et dans les débuts, je me suis fait accompagner aux rendez-vous médicaux avec un traducteur. Donc ça m'aidait beaucoup sur le vocabulaire pour pas se tromper en fait sur les symptômes, le diagnostic, les petits détails. Au début, ça a été une bonne béquille. Se confier sur son état de santé physique et mentale n'est pas toujours facile. Alors imaginez lorsqu'il s'y ajoute une barrière de langue. Et si en plus l'information était mal comprise ou traduite? It appears that you have hepatitis. Oui, c'est vrai, je n'ai pas trop d'appétit. On rigole, mais pensez aux conséquences d'un faux diagnostic ou d'une mauvaise prescription. En santé, évitons le jeu du téléphone. Offrir des soins en français, ce n'est pas sorcier. On peut bien sûr augmenter et améliorer les services de traduction. Mais idéalement, on peut offrir des services en français aux femmes, comme l'organisation Réseau Santé Colombie-Britannique. On va travailler avec les organismes qui travaillent directement avec les personnes immigrantes pour qu'on s'assure qu'elles aient les soins qu'il leur faut. On va créer des programmes spécifiques pour les femmes, que ce soit des programmes en reproduction, des programmes pour les femmes aînées, pour les jeunes, pour les personnes queer. Tout ça, c'est des projets qu'on va développer à travers Réseau Santé et le centre de santé. L'accès aux droits et à la santé, c'est offrir la dignité à ces femmes pour qu'émergent ces sentiments porteurs dans leur nouvelle vie. Ensemble, brisons les barrières pour une intégration équitable. Donc, un vidéo parmi d'autres, il est en exclusivité, je vous l'ai montré, il n'est pas encore public, mais vous allez pouvoir, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous allez pouvoir voir d'autres vidéos parlent justement de l'importance de ces recommandations et comment elles devraient s'articuler sur terrain. Puis d'ailleurs, je remercie toutes les femmes qui ont partagé leur expérience avec nous dans ce vidéo-là et dans d'autres. Donc,
Je continue. Là, quand on parle de l'intégration économique, deux axes avec qui on a travaillé avec une organisation qui est le REDE Canada. Deux de ces axes-là, qui est l'intégration économique et la question de l'entrepreneuriat, ça a été une belle collaboration ensemble. Puis je veux juste les souligner leur travail avec nous là-dessus. Qu'en est-il sorti sur l'intégration économique? C'est que 45% des femmes, elles ont beaucoup de difficultés à trouver un emploi en adéquation avec leurs compétences. 34% sans enfants, puis 43% avec enfants. Elles mentionnent les conditions économiques parmi les obstacles principaux sur leur succès migratoire. Et celles qui rencontrent des difficultés à obtenir des services d'aide à la recherche d'emploi, 26% disent que la difficulté est modérée et 22% grande difficulté. Donc, plus que 40%, voire à 50, quasi 50, qui ont de la difficulté à trouver des services d'aide de la recherche à l'emploi. Ce que aussi qu'elles ont partagé souvent, c'est que il y a ce problème-là de reconnaissance de leur diplôme. Principalement, on le sait, on en entend parler, mais de plus en plus aussi, on remarque quand les femmes viennent très, très, très éduquées avec beaucoup de diplômes et souvent, on les guide pas dans leur niveau d'éducation. Souvent, on va leur proposer aussi un emploi ou un service d'éducation, un secteur d'employabilité qui est de traditionnellement féminin ou qui est connu pour ne pas avoir des bonnes conditions de travail et qui ne répond pas adéquatement à leurs aspirations de carrière également en tant que femmes. Donc, il y a vraiment un manque de transparence aussi qu'elles ont parlé de communication dans le processus d'intégration, une reconnaissance des qualifications professionnelles, une discrimination et des préjugés des employeurs envers les immigrantes francophones. Il y a cette mauvaise compréhension, cette discrimination que les femmes vivent dans l'emploi, l'accès à l'emploi, puis aussi les enjeux sur l'accompagnement à l'emploi également. Ensuite, pour assurer une insertion en emploi efficace et respectueuse des compétences de l'identité professionnelle, elle recommande de mettre en place un service pré-départ de préparation au marché de travail canadien. C'est qu'au lieu d'arriver, de vivre ce défi-là économique, cette incertitude, ben, l'idéal, c'est que dès le début, avant même d'arriver au Canada, ben, il y a déjà un emploi qui leur sont assurés, de pouvoir financer des stages professionnels pour les femmes immigrantes, des stages professionnels qui répondent à leurs objectifs de carrière. Puis là, j'insiste beaucoup là-dessus, c'est qu'encore, les femmes, on ne reconnaît pas assez leur expertise qu'elles ont déjà, puis leurs aspirations de carrière. Donc, c'est important de les écouter. D'organiser le maillage et le soutien des employeurs francophones et canadiens, de faciliter la reconnaissance des diplômes et des acquis professionnels, de créer des programmes de mentorat et de former sur la culture d'affaires et le système économique. La culture d'affaires est très différente, la manière de travailler est très différente d'un pays à l'autre. Donc, c'est une des barrières aussi qu'elles vivent, donc c'est important de les former aussi là-dessus. En ce qui concerne l'entrepreneuriat, donc 29% des répondantes, elles ont étudié en affaires et en commerce quand même. Donc, il y en a plusieurs qui ont ce background-là en commerce. 48%, elles disent qu'elles ont vécu une insécurité financière quand elles voulaient s'embarquer dans un projet entrepreneurial. 45%, elles ont beaucoup de difficultés à cause du financement initial pour pouvoir créer une initiative d'entrepreneuriat. 30%, elles disent qu'elles ont de grandes difficultés d'accès au soutien et aux programmes de formation aussi et pour les femmes. 35, elles ont beaucoup de difficultés à trouver des partenaires d'affaires, donc quelqu'un qui serait prêt à s'embarquer avec elles pour créer une initiative. Mais on sait que le partenariat, comment c'est important dans l'entrepreneuriat aussi. 39%, elles ont des difficultés modérées à comprendre les codes sociaux et la culture d'affaires, puis 40% ont eu des difficultés modérées dues à l'accès limité à ce fameux réseau professionnel. De créer ce réseau-là, c'est très difficile pour eux. Donc, les enjeux, c'est un accès limité à l'entrepreneuriat. Ça devient très difficile pour les femmes de même essayer de s'embarquer à l'entrepreneuriat. Une diversité et l'adaptation des services de la diversité culturelle et linguistique. Des programmes qui existent peut-être depuis plusieurs années puis qui sont moins adaptés à la réalité d'aujourd'hui.
L'enjeu aussi sur l'accès à un réseau entrepreneurial, puis des obstacles liés au statut d'immigration et aux responsabilités familiales. Quand on crée l'entrepreneuriat, et on doit aussi s'assurer que notre dossier d'immigration va bien, s'occuper de la famille. On le sait, comme en l'entrepreneuriat, c'est un job plus qu'à temps plein. Avec toutes les charges qu'on a, ça devient un peu plus difficile pour les femmes. Donc, la recommandation de développer une offre de services en entrepreneuriat pour les femmes immigrantes francophones. Les actions qu'elle recommande, c'est déployer des campagnes de sensibilisation à l'entrepreneuriat, mettre en place un service de préparation à l'entrepreneuriat et l'étape pré-départ, réseautage du mentorat et aussi pour les femmes immigrantes francophones, adapter l'offre de services à un entrepreneuriat qui favorise le flexiprenariat et l'économie sociale, puis collaborer avec des partenariats pour offrir des appuis financiers et également développer des incubateurs et des accélérateurs qui sont ciblés aussi pour les femmes. Et enfin, la dernière recommandation, puis pour ceux et celles qui sont familiers avec la 16+, on sait que la fin du cycle de la 16+, quand on le met, c'est la question de l'évaluation qui est un élément très important. Et d'où vient cette recommandation? C'est de évaluer, mesurer et surveiller la mise en œuvre de la 16+, en partenariat avec les organisations de femmes francophones et leurs partenaires. Puis des indicateurs à prendre en considération quand on est en train d'évaluer les projets qu'on est en train de mettre en avant pour les femmes immigrantes, c'est le pourcentage de services qui sont conçus par et pour les femmes. Des indicateurs sont aussi le pourcentage d'allocation de subventions et de bourses pour des programmes destinés aux femmes. Une qualité, une retombée des initiatives mises en place qui sont pour remédier les obstacles spécifiques que les femmes vivent, un pourcentage de programmes qui intègrent la CS+, par région, par province, par territoire. Aussi, un revenu médian des femmes immigrantes qui augmente également. C'est un des indicateurs que ça va bien dans notre processus d'intégration. Un pourcentage des petites et moyennes entreprises qui sont détenues par des femmes immigrantes francophones, puis un nombre de partenariats établis pour faciliter l'accès à l'emploi. Donc, c'est ce qui met fin un peu à cette stratégie-là. Pour ceux qui ça vous intéresse, je vous invite fortement à aller sur le site web immigration.affc.ca. Là-dedans, vous allez voir, comme je vous ai mentionné tantôt, les fiches explicatives. Vous avez des fiches qui rentrent encore plus en détail dans chacune des recommandations avec des actions concrètes et d'autres, des fiches on a appelées régionales qui sont plutôt dans tout ce qui est spécifique par rapport aux provinces et territoires. Et pour ceux qui aiment beaucoup lire, il y a la stratégie au complet qui est là également, donc vous pouvez encore rentrer plus en détail là-dessus. Des formations qui sont là, des outils qu'on va mettre en avant. Et puis, c'est ça. Puis un gros merci à l'Observatoire aussi pour l'invitation d'aujourd'hui. Merci énormément à toi, Soukaina. J'ai tellement de questions à te poser parce que c'est vraiment fascinant tout ça et c'est tellement le fun d'avoir des données. Donc, je pense que cette stratégie vient vraiment encadrer, appuyer le travail de tout le réseau. Donc, bravo. La parole est à vous. Je vous invite à cliquer sur l'icône de la main. Donc, au bas de l'écran, vous devriez avoir réaction. Si vous cliquez sur réaction, vous avez la main et puis on pourra entamer la discussion. Bien sûr, je vous invite chaleureusement à ouvrir vos caméras. C'est toujours agréable de voir les visages des gens avec qui on travaille, avec qui on collabore. Donc, ne soyez pas timide. Donc, allez-y, levez la main. Et puis, on a déjà quelques questions dans le clavardage. Une première question d'Annette que j'ai trouvée très intéressante, c'était est-ce que c'est mieux d'avoir du marrainage avec quelqu'un qui a vécu l'immigration ou est-ce que c'est mieux avec quelqu'un qui est très établi et qui connaît bien la communauté? Très intéressante comme question, en effet. Moi, je dirais un mélange des deux. C'est important d'avoir une idée de quelqu'un qui a vécu la même chose que nous, puis aussi de comprendre cette culture d'affaires, cette culture cette nouvelle, de mieux s'intégrer dans cette nouvelle réalité. C'est aussi important aussi d'avoir un marrainage avec des personnes qui sont là depuis plusieurs années, voire plusieurs générations. Fait que moi, ce que j'opterais le plus, c'est l'importance d'avoir un mélange des deux cas. Absolument, absolument.
Et puis, une autre question d'Annette dans le clavardage. Je pense peut-être une prochaine activité de recherche pour l'Alliance des femmes et pourquoi pas en collaboration avec l'Observatoire. Une autre question très intéressante. Est-ce que les domaines typiquement masculins ont plus de facilité à faire le transfert de leurs acquis professionnels comparé aux femmes? Ah, c'est une très, très bonne question. En effet, j'ai pas les données là-dessus, mais une chose que peut-être que je pourrais dire, ben, on le sait, des fois, il y a certains domaines typiquement masculins qui a des ordres professionnels. Donc, quand on parle de la question des ordres professionnels, ça devient de plus en plus difficile. Mais est-ce qu'on a remarqué ces dernières années qu'il y a peut-être une facilité dans certains emplois, comme par exemple un chauffeur de camion qui est typiquement masculin, il y a une plus grande facilité, oui. Mais un comparatif, je n'oserais pas m'approcher là-dessus. Mais une des choses que les femmes ont beaucoup parlé, c'est que souvent on va les pousser dans des domaines féminins, traditionnellement féminins, parce qu'il y a un besoin dans la communauté. Et c'est pas nécessairement ce qu'elles veulent faire. Mais elles vont le faire parce qu'on les a encouragées à le faire, puis qu'il y a un besoin économique, fait qu'elles vont s'embarquer dans ces domaines-là. Mais elles auraient préféré qu'on leur donne le choix, qu'on leur donne la possibilité peut-être même d'améliorer leurs études, qu'il y ait un meilleur appui pour des aspirations de carrière future et non pas des carrières à court terme, plutôt à long terme également. Absolument, absolument. Alors, je ne vois pas de main levée, mais je vois vos visages et Je pourrais je peut-être pense partager qu'il y quelque a chose, des... si tu me permets, Kimberly. Oui, Ça donnerait peut-être des idées aux gens. Une des choses de solution que des fois on n'y pense pas, puis c'est tellement facile. Puis si ma mémoire est bonne, ça c'était en Saskatchewan. On parlait de l'importance d'avoir accès à des services en français, incluant des services communautaires. Puis une des recommandations que les femmes ont sorties là-dedans, c'est que ben, assurez-vous qu'il y ait voyons, un arrêt d'autobus devant le service communautaire. Si on veut que les femmes viennent, puis qu'il y a une difficulté de transport, ben, au moins assurez-vous que des fois, il y a des services qui sont là, des services qui sont bons, excellents, mais on ne peut même pas y avoir accès parce qu'il y a un manque d'autobus ou d'accès de transport en commun dans ces régions. Donc, quand on parle de la CSP, c'est de prendre en considération tous ces éléments-là pour voir quelles sont les barrières qui sont mises, des barrières systémiques, des barrières structurelles qui risque de mettre frein aux femmes d'avoir accès à des services adaptés pour elles. En tout cas, juste un petit quelque chose qu'on en a parlé, puis je trouvais tellement évident, tu sais, ça va de soi, mais des choses qu'on peut peut-être oublier, nous, parce qu'on prend pour acquis que tout le monde a une auto, mais c'est pas le cas. absolument. Et tout ce travail que vous faites au niveau de la stratégie, je pense que ça amène des réflexions où on doit justement questionner nos privilèges, questionner le fait que peut-être qu'on travaille d'une certaine manière parce qu'on a toujours fait les choses comme ça. Donc, merci de nous inciter à nous remettre en question d'une certaine manière, Soukaina. Sébastien, vous avez la parole. Ok, merci. Bonne présentation. J'ai deux questions. La première était de savoir quelles sont les prochaines étapes. Là, vous avez fait votre étude par rapport à la stratégie. Vous avez énuméré un ensemble d'enjeux, de défis, des recommandations, mais après, vous les soumettez à IRCC pour que ils voient comment améliorer les choses. Ça, c'est la première question. Et puis, la deuxième question, dans le cadre de mon travail, moi, je travaille pour le commissariat aux langues officielles. Donc, nous faisons une vigie en ce qui concerne le plan d'action sur les langues officielles. Et je peux constater au niveau du plan d'action pour les langues officielles, 2023-2028, nous avons au niveau du pilier 1, l'immigration francophone, au niveau du parcours d'intégration, il a été marqué qu'il y a une stratégie pour appuyer les femmes immigrantes d'expression française. Je ne sais pas si, en tant qu'organisme communautaire, vous avez été consulté par IRCC est-ce que vous êtes en train de travailler sur une telle stratégie? Est-ce qu'elle s'en vient, ce genre de choses? Merci.
Merci beaucoup pour la question, très, très appréciée. Donc, en lien avec le plan d'action sur les langues officielles, cette fameuse stratégie-là, c'est celle-là que vous voyez devant vous. Donc, IRCC nous a demandé de créer ces stratégies pour améliorer le parcours d'immigration des femmes. Donc, c'est ce qu'on a fait à leur demande. Cette stratégie, toutes les recommandations qui ont été mises en avant, c'est des recommandations que IRCC avait lues, approuvées, appuyées. Il y avait une très belle collaboration qu'on a eue avec le ministère tout le long. Donc, toutes les recommandations ont été bien accueillies. Les prochaines étapes, c'est quoi au juste? Les prochaines étapes pour nous, c'est ce rayonnement-là de la stratégie, de la faire connaître le plus possible. Mais vous le savez, une chose importante, c'est que il y a plusieurs services qui existent pour les femmes et plusieurs services qu'on veut créer pour les femmes. Ces stratégies viennent dire comment bien le faire. On veut créer un service, comment bien le faire? Des services qui sont par et pour, qui répondent bien aux besoins. Mais pour améliorer le parcours des femmes immigrantes, c'est pas juste une seule organisation. C'est un écosystème d'immigration francophone. C'est plusieurs organisations de secteurs, différents secteurs d'activité, qui travaillent et qui collaborent ensemble, à chacun son expertise pour améliorer ce parcours-là, pour donner des services. Donc, l'idée, c'est que ces stratégies-là, pour qu'elles puissent avoir un impact concret, c'est quand tout le monde y adhère. Si on n'y adhère pas, si on met pas en question ces recommandations-là, si on n'essaie pas de les intégrer, la stratégie ne risque pas d'avoir un impact concret. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe et c'est dans cet objectif-là qu'on fait ce rayonnement-là avec toute humilité de comment on peut collaborer ensemble, comment on peut mieux intégrer, comment on peut refaire nos façons de faire dans nos organisations pour que nos projets répondent spécifiquement aux besoins des femmes immigrantes. Merci, Soukaina. Et je pense que la grande participation aujourd'hui illustre à quel point la communauté est derrière vous et justement prêt à contribuer à ce travail. Alors, des questions de Brigitte, ensuite Anne-Jolie et Attika. Merci à vous. Vous avez parlé de voter, de mettre en place un budget participatif. Donc, pour encourager les femmes pour les motiver à venir participer aux activités, aux événements, ainsi que du financement pour des stages professionnels. C'est ce que j'apprécie beaucoup et que je soutiens beaucoup parce que on en a fait la demande plusieurs fois, mais elles n'ont pas été validées. Mais si je me dis, comme on dit, l'union fait la force, si vous avez mis ces deux sujets sur la table face à l'IRCC, on croise les doigts et on garde de l'espoir que ça sera vraiment mis en application. Et il y a aussi une question, vous avez parlé de la question de la formation. Comme vous le savez tous, les femmes immigrantes francophones ont des problèmes, elles ont des besoins au niveau des formations parce que les formations que nous offrons, telles que par exemple les premiers secours, la salubrité alimentaire, bref, le bouquet office, c'est pas suffisant. C'est pas du tout suffisant. Elles ont besoin d'être accompagnées pour des formations qui vont leur permettre d'acquérir les emplois visibles. Par exemple, des formations collégiales, pourquoi pas. Mais ça, on a essayé d'en faire la demande plusieurs fois sans succès. Donc, franchement, je vous remercie d'avoir eu la bonne idée, c'est comme si vous avez lu dans nos pensées, la bonne idée de mettre ça sur la table. Donc, je tenais à attirer votre attention dessus, c'est très important. Et tout à l'heure, vous avez parlé de la Saskatchewan. Je vous parle depuis la Saskatchewan et je suis surprise d'entendre des femmes qui disent que parce que on a comment on dit ça, un système de prise en charge des transports. De prise en charge des transports, on prend en charge les taxis et les tickets de bus de toutes les personnes qui viennent au CCS, par exemple, au Conseil économique et coopératif de la Saskatchewan. Peut-être elles sont nouvellement arrivées, peut-être elles ne se sont pas encore fait signaler, mais j'ai été surprise d'entendre ça parce que on met les moyens de transport à la disposition de tous nos clients en Saskatchewan.
Je vous remercie. Je ne vais pas monopoliser la parole. Non, j'apprécie énormément. Merci beaucoup pour ce partage-là, Brigitte. Je me permets de t'appeler ton premier nom. Oui, Merci beaucoup. il n'y a pas de souci. Je pense une chose à prendre en considération, c'est que en effet, c'est des actions, c'est des recommandations qui sont venues des femmes. Donc, toutes les recommandations, quasi tout le monde, là, sont venues des femmes. Ce qui n'était pas là, ça a été appuyé par des recherches. Donc, les autres recommandations qui venaient pas par les femmes directement, ça a été appuyé par des recherches. Mais l'importance d'avoir des études, l'importance d'avoir des statistiques, puis l'importance de les faire connaître. Puis je pense quand on fait des demandes, c'est important peut-être de retourner, de dire telle que la stratégie, elle vient de sortir le 30 janvier Ah de oui, 2025. C'est tout nouveau. Donc l'importance de dire voici ce que la stratégie a dit, qui a été en oui, collaboration, puis peut-être de rappeler ces éléments-là. Je pense que le plus qu'on en parle tous ensemble, le plus que ça ramène l'importance de cela. Puis la question ok. des billets d'autobus, bravo, bravo pour ce que vous faites. Je sais pas si c'est toutes les organisations qui offrent ce service-là de transport, toutes les organisations en Saskatchewan. Si c'est pas le cas, c'est peut-être la raison pourquoi ça a été dit, mais c'est une belle façon de faire, d'assurer un service de transport pour les femmes. Fait que bravo pour le faire. Merci. Merci. Je vous en prie. Alors, il nous reste 5 minutes. On va essayer de prendre le plus d'interventions que possible. Donc, on peut y aller avec donc Anjali, Atika et ensuite Wafa. Et Sukana, je te laisserai conclure tout de suite après. Oui, bonjour à tout le monde. Merci beaucoup pour cette présentation. C'était très intéressant, très riche et j'ai retrouvé aussi certaines situations auxquelles je fais face parce que je suis arrivée il n'y a pas très très longtemps. J'avais des questions sur l'enquête elle-même, enfin, sur combien de temps vous aviez mis à la faire et est-ce que ça avait été bien dans toutes les provinces, parce que ça doit être difficile aussi de trouver du monde partout. Et vous aviez parlé de pays avec lesquels vous avez comparé le Canada et je voulais savoir lesquels et ce qu'il y avait de commun et de différent. Et puis aussi, vous avez parlé en Colombie-Britannique et au Manitoba de deux organisations et comme je ne suis pas encore bien familière du Canada, je voulais savoir quel était leur statut de ces organisations provinciales, comment elles étaient financées, si c'était des associations ou alors elles étaient financées par les provinces pour mettre en œuvre donc ces politiques ciblées pour les femmes. Et puis ensuite, oui, deux dernières petites questions. Comme j'étais occupée à chercher la main sur le téléphone, j'ai peut-être pas bien tout entendu, pardon. Mais le ministère, est-ce qu'il s'est engagé à un délai de mise en œuvre de certaines mesures ou pas? Ou enfin, oui, voilà, qu'est-ce qu'on fait dans le temps, quoi? Est-ce que c'est voilà pour les 50 prochaines années ou est-ce que c'est pour moins longtemps que ça? Et puis, vous aviez parlé aussi de discrimination par rapport aux femmes francophones. Et est-ce que c'est des discriminations liées surtout à la religion, enfin, ou la culture, l'origine, ou aussi au fait de parler français et pas anglais, peut-être? Voilà. Merci beaucoup. Très bien, on continue. Je crois qu'Atika voulait faire une intervention. Il nous reste 2 minutes, donc je vais vous demander d'y aller quand même assez rapidement. Oui, bonjour. Ma question, je l'ai mise sur le chat, mais je peux la lire. Quoi faire devant ces formes de discrimination invisibles qui créent des obstacles bien réels, freinant l'ascension des femmes immigrantes vers des postes décisionnels? Merci beaucoup, Atika. Wafa? Bonjour et merci pour cette présentation très inspirante. Ma question porte sur les femmes immigrantes francophones qui arrivent avec plusieurs années d'expérience professionnelle dans leur domaine. Existe-t-il des programmes ou des réseaux de mentorat en français qui peuvent les aider à valoriser leur acquis et intégrer le marché du travail sans devoir nécessairement retourner aux études? Donc, avez-vous des recommandations concrètes à ce sujet? Merci beaucoup pour les questions. 3 excellentes questions. Ce que je pourrais proposer, Soukaina, c'est peut-être qu'on y répond par courriel, puisque on va envoyer la présentation PowerPoint, le site web de l'Alliance. Vous allez pouvoir trouver les différents documents. Donc, on pourrait rapidement répondre à ces questions par courriel, mais je te laisse quand même conclure, Soukaina.
Parfait, merci beaucoup. Ben, rapidement, oui, ça a été fait, une stratégie qui a été faite dans toutes les provinces et territoires, à l'exception du Québec. C'est la mise en œuvre, il devrait y avoir une collaboration du gouvernement. À quel niveau? Ça, je n'ai pas la réponse pour ça. Mais parmi les discriminations que les femmes vivent, on parle de l'insécurité linguistique aussi, même dans les communautés francophones et acadiennes aussi. Donc, c'est important de pouvoir collaborer tous ensemble. C'est important chacun doit être un allié, une alliée aussi de par les femmes, puis pour que les femmes soient intégrées équitablement, qu'elles soient chez elles, parce qu'elles sont chez elles aussi. C'est un travail d'équipe. Puis je veux juste prendre le temps de remercier également tout le monde qui travaille dans notre grand écosystème de l'immigration francophone. Merci. Merci énormément, Soukaina. Alors, une dernière petite demande que j'ai à vous faire, c'est de compléter un petit sondage pour nous offrir de la rétroaction sur l'atelier. Je vous remercie énormément de votre participation. Les échanges ont été très, très riches. Et puis, encore une fois, désolé pour le petit souci technique. Donc, les présentations, le tout vous sera partagé par courriel. Et je vous invite chaleureusement à vraiment relayer sur les réseaux sociaux les différents outils que l'équipe de Soukaina a développés parce que vraiment, la francophonie a besoin de connaître et de s'approprier de cette stratégie qui est vraiment très, très, très importante. Donc, merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente fin de journée et on se revoit très bientôt pour le prochain atelier de l'Observatoire de migration francophone au Canada. D'accord, merci. Au revoir. Merci beaucoup.